Bien, bonjour à tous. On va commencer. Mona Massoud va nous rejoindre, je pense. Donc, je suis le docteur Axel Fichet, je suis coordonnateur du CPDPN de la Croix-Rousse à Lyon. Donc, on m'a chargé de vous présenter des cas cliniques concernant le cerveau fœtal. Donc, ce sont des cas qui viennent de la Croix-Rousse pour l'immense majorité d'entre eux. Il y a du classique, il y a du moins classique. J'ai un petit peu tout mélangé, donc il y a beaucoup de cas. On va essayer d'aller assez vite pour essayer de passer sur énormément de pathologies. Vous pouvez m'interrompre, il n'y a aucun problème. À la limite, hein, si on ne finit pas, c'est pas très grave. Mais n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions si vous avez des remarques. Alors, on va commencer. Madame T, une patiente adressée pour des masses au niveau du pôle céphalique au premier trimestre. Alors voilà la coupe de la longueur crânio-caudale, assez celle que j'ai pu faire de mieux. Et vous voyez donc déjà une masse au niveau occipital avec une rupture de la voûte crânienne. Et vous faites déjà, rien que comme ça, un diagnostic de méningoencéphalocèle. D'accord ? Donc voilà les coupes un peu plus zoomées sur le pôle céphalique. Et vous voyez ici qu'il y a deux méningoencéphalocèle avec une rupture de l'architecture cérébrale et pas réellement d'exencéphalie. On n'a pas réussi exactement à comprendre ce qui s'était passé parce que la patiente a souhaité interrompre tout de suite. Néanmoins, on pouvait être certain qu'il y avait un retentissement cérébral important. Voilà notamment sur des coupes axiales avec donc une communication du cerveau à l'extérieur protégée par les méninges. Donc deux méningocèles, deux encéphalocèles avec une demande d'interruption médicale de grossesse qui a été acceptée même si nous n'avons pas fait d'examen complémentaire. Patiente adressée pour la même chose, masse kystique au niveau du pôle céphalique au premier trimestre. Donc on pourrait là sur ce cas clinique penser un peu à la même chose, une méningoencéphalocèle, sauf que on se rend compte assez rapidement qu'il n'y a aucun retentissement sur le pôle, sur le cerveau. Vous voyez donc sur les coupes notamment sagittales qu'il n'y a aucune attraction du cerveau à l'extérieur. On a même l'impression qu'il y a une espèce d'effet... Bon, attendez, je vais faire avec la souris. Hop. Voilà, d'effet de masse raté, voilà, qu'on voit un petit peu mieux sur les coupes en haute fréquence, avec en fait une masse kystique qui cette fois-ci est située à l'extérieur du cerveau, à l'extérieur même de la voûte crânienne, et qui n'a donc aucun retentissement sur le cerveau. Et donc c'est une patiente qui a été suivie tout du long, avec une masse kystique qui est restée stable en dimension, et donc proportionnellement au fœtus qui est devenu de plus en plus petite. Et il s'agissait d'un kyste épidermique sans la moindre retentissement, sans le moindre critère de gravité. Donc deux cas de masse kystique au pronostic complètement différent découverts à l'échographie du premier trimestre. Pardon, excuse-moi, Axel, pardon, excusez-moi, je suis désolée, je suis arrivée après toi. Ça a commencé à 14h 14h, parce que j'ai 35 cas, donc je me suis dit j'y vais. Ah oui, d'accord. Bon, très bien. Donc, excusez-moi, donc je suis Mona Massoud, je suis la modératrice de cette session. Merci beaucoup d'être là. Je suis gynéco-obstétricienne donc à Lyon et j'ai cette immense chance de travailler avec Axel Fichez. Et pour ces cas, c'est très beau ce que tu nous montres là, Axel, pour le kyste épidermoïde. Est-ce que là, tu nous montres des images, on est au premier trimestre et donc il est au niveau d'une suture ou d'une... Oui, il était au niveau d'une suture, ce qui posait problème initialement parce qu'on pouvait avoir un petit doute concernant la situation extracrânienne. Exactement, parce que la vraie question, c'est de dire est-ce qu'il y a un défect au niveau osseux, oui ou non. Donc forcément, si cette image est en regard d'une suture, c'est un peu avec, en regardant tout le reste et en attendant que tu vas pouvoir éliminer un diagnostic plutôt de méningocèle et en regardant le contenu, parce qu'on ne voit pas les méninges. Là, on a l'impression sur l'image du milieu, on voit que c'est un kyste qui est extracérébral. Il y a même un petit effet de masse sur le cerveau. Et donc pas de traction du cerveau vers l'extérieur. Et la patiente, elle était confiante, c'est vous qui l'avez rassurée. Au début, vous lui avez dit quoi? On attend pour voir, et au fur et à mesure, voilà. Elle était rassurée? On n'était pas inquiet quand même sur le départ, il n'y avait aucune désorganisation architecturale, donc
On lui a dit, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais ça n'a pas l'air très grave, on va attendre. Et effectivement, petit à petit, le diagnostic s'est imposé. Parce que le diagnostic différentiel, ça serait Une méningocèle. Une méningocèle. Et c'est vrai qu'en regardant bien ce qui se passe, en contrôlant à une ou deux reprises... Je reviens sur le cas clinique précédent. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même cas. Hein. Là, on a vraiment une communication de tout le cerveau avec l'extérieur, qui est certes kystique avec un aspect de méningocèle, mais on voit bien que ce n'est pas du tout la même présentation clinique. Tout à fait. Donc deux pronostics complètement différents. Parfait. Je continue sur l'échographie du premier trimestre. Patiente adressée donc, pour anomalie cérébrale au premier trimestre. Alors, sur la coupe sagittale, vous voyez, là déjà, on sent qu'il y a un petit problème. Je suis sur une coupe sagittale que j'ai essayé de faire la plus stricte possible. Donc on voit une absence de parenchyme cérébrale sur cette coupe, on ne voit pas tout ce qui est mésencéphale, on n'arrive pas à identifier la carte intracrânienne, la nuque était normale, et le diagnostic il est fait sur les coupes axiales, et notamment sur le cliché du bas. Donc là on diagnostique, voilà. Donc ça c'est l'anomalie cérébrale typique, classique du premier trimestre, qu'on est censé quand même voir assez facilement et ne pas louper. C'est donc une holoprosencéphalie à lobaire, ce sont les formes les plus fréquentes et les plus classiques, faciles à diagnostiquer, de mauvais pronostics, et il s'agissait ici d'une trisomie 13, classique également. Donc je précise donc qu'en cas d'holoprosencéphalie à lobaire, et surtout si vous n'avez aucun signe d'appel échographique autre, notamment absence d'anomalie de la face, même si c'est difficile au premier trimestre, pas de cardiopathie, que tout le fœtus vous semble normal par ailleurs, il existe maintenant un panel pour les holoprosencéphalies avec tout un nombre de gènes qui peuvent expliquer ces holoprosencéphalies quand le cariotype est normal, avec notamment absence de trisomie 13. On avance un petit peu dans la grossesse, mais on est toujours sur le même thème, donc ça c'est facile, on va dire, un cas beaucoup plus classique. Je vous l'ai mis parce que ça fait partie des patients, des anomalies cérébrales adressées au premier trimestre. Donc là, c'est assez simple, on a une absence complète de voûte crânienne, avec un cerveau complètement désorganisé en contact avec le liquide céphalorachidien. On est ici devant un diagnostic d'acranie, d'accord, l'acranie qui va évoluer vers l'anencéphalie. Et cette patiente n'a pas souhaité interrompre la grossesse, c'est pour ça que je vous ai mis ce cliché, ce cas, puisqu'on avait le fœtus dans son évolution avec la destruction complète du parenchyme cérébral, et donc cet aspect caractéristique d'acranie au deuxième trimestre. Donc un enfant qui est né vers, je crois, 28-29 semaines d'aménorrhée, qui est décédé immédiatement. Il est décédé? Oui. À quel terme? Pratiquement en postnatal immédiat. J'avais eu aussi un cas pareil. Je dirais que ce qui est un peu compliqué avec ces fœtus-là, c'est l'accouchement, parce qu'ils ont du mal à s'engager dans le pelvis du fait d'absence de... Voilà, c'est les confrontations fœtopelviennes qui sont... On est arrivé, enfin moi en tout cas, ma patiente, je suis arrivée à la faire accoucher, mais ce qu'il faut, c'est vraiment... il faut pouvoir, à la rupture, il faut essayer de l'engager au maximum. Et puis après, c'est comme... Quand même. Ils sont petits. Ils sont petits, donc on finit par y arriver, mais il faut attendre, quoi. Puis ça se passe. Ils arrivent à descendre, ils ne sont pas très gros. C'est vrai qu'on leur dit qu'il peut y avoir des risques pour l'accouchement, mais en pratique, là, sur ce cas-là, il n'y a eu aucun souci. Et toi aussi, elle avait accouché par les voies naturelles? Oui, voie naturelle. Alors là, on avance. Alors, je vous demanderai de ne pas regarder le visage. Ce qui est en dessous du nez, c'est un artefact, ce n'est pas du tout ça le problème. Donc une patiente qui est adressée pour des anomalies cérébrales, bon, pas que. Donc sur cette coupe sagittale, qui n'est pas la coupe de départ, d'entrée dans le diagnostic, je l'ai mis avant pour qu'on réfléchisse un petit peu. Donc on a, qu'est-ce que vous pouvez voir? Un corps calleux qui paraît quand même assez court, bien que complet, un comblement des espaces péricérébraux, je ne sais pas si vous êtes d'accord, et puis quand même un aspect, là, comme ça, sur cette coupe sagittale, de petit PC. Alors là, vous allez beaucoup plus, normalement, vous devriez faire le diagnostic tout de suite. Donc ça, vous vous souvenez du mode d'exploration du cerveau fœtal. On commence par la périphérie, le contour crânien, on fait le tour, on regarde les sutures, on passe sur la giration, la vallée sylvienne,
éventuellement les autres sillons si on est un peu plus tardif. On tourne encore, on va voir les ventricules et le parenchyme cérébral et la ligne médiane si vous passez dans l'autre sens. Si vous partez de la ligne médiane, vous faites ligne médiane, contour, et puis vous rentrez dans le... Alors, qu'est-ce que vous faites comme diagnostic? Est-ce que la voûte crânienne vous paraît normale? Est-ce que elle est déformée, voilà. Donc ça, c'est la forme classique d'aplatissement des bosses frontales, avec une fosse cérébrale postérieure qui vous paraît également normale ou pas normale? Et donc voilà, ça c'est l'aspect classique du cervelet en banane, dans la malformation donc, de Chiari 2, avec, bon, c'était pas très compliqué, mais une méningocèle, ce lombo sacré, assez important, et donc avec un retentissement cérébral. Forme classique, on continue. Alors, bon, là, je m'excuse pour les clichés post-mortem, parce qu'on a eu du mal à comprendre ce qui se passait, mais je reste un petit peu dans les anomalies de la fermeture du tube neural. Patiente adressée pour ça, à l'échographie du deuxième trimestre, avec une échographie du deuxième trimestre, avec une échographie du premier trimestre normale, cliché revu, bon, pas de merveilleuse qualité, mais pas vraiment de doute. Et vous voyez que là, on avait un fœtus donc pour lequel on n'avait plus aucun repère, une voûte crânienne complètement affaissée, microcéphalie extrêmement importante, la coupe sagittale qui passe par le rachis en bas à gauche, une coupe qui passe par les orbites, et c'était sur ça en fait qu'on a fait le diagnostic. Je continue. Avec ici, un petit peu plus tard, vous voyez, à 24 semaines, une coupe sagittale stricte, donc stricte, tout est relatif, avec donc la voûte crânienne complètement affaissée, et ce qui n'allait pas, c'était ça. Là. Donc là, on est entre les deux yeux, en reconstruction 3D, on voyait en fait ce qui se passait là. Là, on est sur une coupe nez, lèvres, menton, et on retrouve cette masse ici. Et donc, ce que c'était une encéphalocèle antérieure, au frontal. Oui. C'est frontal, oui. Alors, vraiment, désolé, après le repas, c'est pas très sympa. Voilà, donc il y avait vraiment un trou. Alors, où est-ce qu'on peut la mettre en frontal? Oui, c'est vers la métopique. Ouais. Avec donc l'ensemble du cerveau qui avait fuité par là, petit à petit, et donc un affaissement complet de la voûte crânienne. Bon, ça, c'est une histoire de chasse, mais c'est pour vous montrer un petit peu les différentes présentations d'anomalies de la voûte crânienne, de fermeture du tube neural. Allez, on passe. Je change un petit peu de domaine. Une patiente adressée à l'échographie du deuxième pour absence de cavité septale. Alors, je vous montre le cliché en haut à gauche en frontal, une coupe axiale au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, la ligne médiane paraît complètement normale, avec un corps calleux complet, un tronc cérébral, un vermis qu'on voit bien. Je passe assez vite volontairement pour qu'on ait le temps de faire tous les cas cliniques. Donc là, il s'agit en fait d'une cavité septale ou d'un cavum mal vu, mais virtuel, mais sans agénésie septale, sans agénésie du corps calleux, avec le reste de l'examen strictement normal. Et donc, là où on avait l'artère péricaleuse, c'est pour vous faire le diagnostic différentiel d'agénésie septale. Donc là, on est par exemple sur une agénésie septale, tout à fait avec une holoprosencéphalie lobaire. Ça, c'est un cliché de Marc Althusser. Donc on n'est pas du tout dans ce cadre-là, ce n'est pas ça. Et là, on est sur une agénésie septale dans le cadre des dysplasies septo-optiques. Et pareil, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc là, on a un cavum virtuel, une mal vue, mais la cavité septale est bien présente et le pronostic est excellent. D'accord? Donc pour vous faire un rapide parallèle entre les différents cas de cavité septale mal vue. Tu m'arrêtes, Mona, si tu veux commenter. Donc le petit schéma de Laurent Guibault pour illustrer ce type de présentation clinique. Donc c'était une petite cavité septale ou elle était comblée? Elle était virtuelle, oui, complètement virtuelle. On pourrait ne pas adresser cette patiente. Alors, ce cas-ci, qu'est-ce que c'était? Une coupe axiale du BIP et du PC qui paraît correcte. Donc si on fait l'exploration, on a la ligne médiane normale, la cavité septale, les cornes frontales, le V3, les pédoncules cérébraux, la citerne ambiante, on tourne, la voûte crânienne paraît correcte,
Une vallée sylvienne normale, on doit être à 20, ouais, on est à 25, donc elle est déjà bien en train de s'operculiser. On a déjà même des sillons secondaires qui apparaissent. Des ventricules qui sont normaux. Ah oui, donc ça c'était bon, c'est pas très... Et en fait, ce qui avait amené la patiente à nous adresser, c'était cet aspect un petit peu bizarre, bilobé de la ligne médiane sur une coupe axiale, mais un petit peu au-dessus de la coupe du bit. Et donc en fait, ça c'est pour vous illustrer ce type de présentation qu'on a assez fréquemment, de présentation kystique en arrière de la cavité septale. Donc dans ces cas-là, on peut avoir deux cas de figure, le septum vergae que beaucoup de gens connaissent, et là il s'agissait plutôt d'un kyste du vélum interpositum de petite taille. Donc c'est une formation kystique de cette partie-là de la ligne médiane qui donne cette impression de cloisonnement de la cavité septale, mais sans la moindre conséquence pathologique, avec un excellent pronostic cérébral. Pardon? Ici? Ou ici, vous avez la flèche? Voilà, ici, au-dessus de la lame tectale, on a un petit kyste. On a l'impression qu'il y a un cloisonnement ici, avec la cavité septale que l'on voit ici. Donc ça, c'est un kyste du vélum interpositum, donc de bon pronostic. Et en fait, ce qui est intéressant, je dirais, c'est que le corps calleux a une forme tout à fait normale. Parce que j'ai vu il y a 2-3 ans une histoire de corps calleux qui avait un peu interpellé, et il avait comme une fente au milieu, donc coupée en deux. Ça pourrait être ça, mais c'est comme si cette image au milieu aussi impactait le corps calleux, et c'était un cas exceptionnel de syntélencéphalie. D'accord. Et c'était vraiment le corps calleux qui faisait ça. Et là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, mais on pourrait s'interroger là sur... Là, on voit bien que c'est un kyste, le corps calleux est intègre, on le voit super bien, c'est pas le corps calleux qui est mal formé, mais c'est en dessous. Et tu avais fait des coupes un peu coronales pour montrer que c'est vraiment le kyste... Oui, alors je suis désolé. Oui, mais là, tu les as pas mis, mais... Alors, c'est des clichés de la vraie vie. J'ai volontairement repris mes clichés. C'est pas du parfait, j'en suis bien conscient. On peut se dire... Voilà, mais le but est de vous montrer quand même comment on s'en sort avec des patients peu échogènes parfois, et comment on procède sur des échodiagnostics et en CPDPN. Alors là, je vous laisse réfléchir un petit peu. C'est un peu plus simple, normalement. Patiente adressée pour anomalie de la ligne médiane. Alors, notamment ici, vous voyez, il y a un petit problème. On ne trouve pas la cavité septale, d'accord? Une petite dilatation ventriculaire, je continue. Sur une coupe frontale, c'est l'aspect assez caractéristique de... Bravo, vous êtes très fort. Donc là, c'est une agénésie du corps calleux simple et isolée, donc avec tous les signes caractéristiques. Donc le point d'appel, alors maintenant avec les nouvelles recommandations de la CNEOF, on est censé faire une coupe sagittale avec du corps calleux, mais donc avant cette recommandation, on rentrait dans la pathologie sur une analyse du cliché du cerveau en coupe axiale avec une cavité septale absente, cet aspect un peu en triple feuillet, une dilatation ventriculaire, l'aspect en corne de taureau des cornes frontales, et donc après sur une coupe sagittale, absence de corps calleux. Donc cette patiente a demandé une interruption médicale de grossesse malgré un bilan complet, notamment avec un exome qui éliminait les principales mutations responsables des agénésies du corps calleux avec mauvais pronostic. J'ai entendu quelqu'un dire que la vallée sylvienne n'était pas... elle interpellait un peu. On était à quel terme? À 22? 23? Là, on est à 22, oui. Oui. Donc la vallée sylvienne, le plan transventriculaire, c'est la coupe qui est... Ici. Bon, elle est correcte. Oui, elle est bien. Tout à fait. Un peu évasée, on a des espaces péricérébraux bien. Donc l'angle est ouvert à 22 semaines. Pas là-dessus. Elle est tout à fait normale. Pardon? Oui. Si on peut baisser un peu la lumière, s'il vous plaît. Ah. Pour qu'il voit. Est-ce qu'on peut... On peut baisser la lumière? C'est pas possible. Ce qui fait beau à Lille, en fait.
Alors, patiente adressée pour une image kystique à l'échographie du 3e trimestre. Donc, sur une coupe axiale du BIP et du PC, rien de particulier, une ligne médiane qui paraît normale, avec un V3 peut-être un petit peu bien vu, une cavité septale et corne frontale bien vue, une vallée sylvienne normale, un contour céphalique également normal, et pas d'anomalie parenchymateuse. On baisse un petit peu la coupe vers la fosse cérébrale postérieure, et vous voyez apparaître cette image kystique de la ligne médiane, qui est située donc en avant du cervelet. On met la couleur éventuellement pour éliminer quoi? L'anévrisme de la veine de Galien. Donc ça flash pas, on identifie même le polygone de Willis. Je passe. Sur les coupes axiales, voilà un petit peu où est-ce qu'il se situe. Donc on le retrouve sur la ligne médiane, en avant du tronc cérébral. D'accord. Et puis la loi des séries voulant, j'aurais eu exactement le même cas, mais quasiment la semaine d'après. Patiente adressée pour une masse kystique du 3e trimestre, exactement au même endroit. Donc à la base du crâne, vraiment au niveau du polygone du Willis, sans réel effet de masse. Une fosse cérébrale postérieure normale. Cette autre patiente, vous voyez, c'était exactement au même endroit. Une ligne médiane normale, corps calleux normal. Un tronc cérébral qu'on jugeait normal, un petit peu refoulé en arrière par l'effet de masse lié à la masse kystique. Donc ça, c'est une forme assez rare, mais qu'on décrit bien dans la littérature, qui est un kyste arachnoïdien. Dans les anomalies kystiques intracérébrales, les kystes arachnoïdiens sont en bonne place, et donc un kyste arachnoïdien de la citerne optochiasmatique. Je reviens. On est au niveau du chiasma optique. Ça a réussi à baisser, on ne voit pas? Il semble que ce soit des normes de sécurité, on n'arrive pas à baisser la lumière. Donc j'ai redemandé, mais c'est un peu dommage. En postnatal, ce kyste, donc, pour vous dire aussi que nos terminologies ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui sont employées en postnatal. Donc eux, ils parlent de kyste postnatal, de kyste arachnoïdien temporosylvien, avec une extension médiane et à droite, avec un effet de masse sur l'hémisphère droit qui finalement a dû être drainé. Les kystes arachnoïdiens sont de bons pronostics, sauf quand ils ont un effet de masse avec un effet compressif sur les structures adjacentes. Mona, pas de commentaire? On continue. Alors, patiente adressée pour des images kystiques à l'échographie du 2e trimestre. Alors, où est-ce qu'ils étaient ces kystes? Donc, coupe axiale au milieu, rien de particulier. Une coupe sagittale. Elle était où? Elle va arriver. Une fosse cérébrale postérieure qui est normale. Et en fait, on va un petit peu plus haut. Vous voyez, on est assez haut situé au niveau du cerveau. Et en fait, sur donc la coupe sagittale, on ne la voyait pas, vous voyez, parce que cette masse kystique est un petit peu latérale. Elle a un petit effet de masse sur la ligne médiane, mais le corps calleux est quand même vu, difficile à dérouler. Donc on a une masse kystique cloisonnée, assez importante, avec un petit effet de masse. Et le complexe antérieur était normal? Il paraissait normal, il est là. Oui, c'est ce que je vois. Si on ne fait pas de coupe sagittale, on peut passer à côté. Donc là, intérêt de faire des coupes sagittales. Et encore, vous voyez, sur la coupe sagittale médiane stricte, on ne le voit pas. C'est assez intéressant. À l'IRM, donc 2 structures anéchogènes kystiques supratentorielles, pas de prise Doppler, une petite déviation de la ligne médiane, mais ce qui a fait en fait pencher le couple vers leur décision, c'est que cette description d'un corps calleux qui paraissait un peu court, et donc un diagnostic de kyste interhémisphérique arachnoïdien, donc associé à une agénésie partielle du corps calleux. Alors c'est vrai que ça peut être discuté sur ces couples-là. Moi j'avais l'impression que le corps calleux était complet, mais l'IRM concluait plutôt à une agénésie partielle du corps calleux. Et c'est une patiente qui a demandé une interruption médicale de grossesse. Elle a été discutée. La patiente a rencontré les neuropédiatres. On a essayé d'aller assez loin dans la réflexion, mais ils ont maintenu leur demande. Parce que les kystes interhémisphériques, quand on voit ces kystes sur la ligne médiane, il y a plusieurs hypothèses diagnostiques. Il y a les kystes interhémisphériques. Alors, on ne sait pas bien quelle est la vraie genèse, en fait, parce qu'on dit qu'il y a des kystes interhémisphériques qui sont associés à des agénésies partielles du corps calleux. Alors, c'est assez décrit, on en a vu plusieurs. On ne sait pas si c'est le fait qu'il y ait une agénésie qui a des kystes, ou si c'est le fait qu'il y a un kyste
qui empêche le développement du corps calleux. Mais c'est connu, on sait qu'il y a des agénésies partielles du corps calleux avec ces kystes. Et le diagnostic différentiel, c'est les kystes sous-arachnoïdiens, mais qui en général ne sont pas aussi polylobés. Et puis les kystes arachnoïdiens ne sont pas associés en général à des anomalies calleuses. Voilà, donc avec un conseil difficile à donner à la patiente, hein, ça c'est vrai que c'est pas évident. Patiente adressée à 24 semaines d'aménorrhée plus 4 jours pour des anomalies cérébrales. Alors là, c'est pas facile. Un cas beaucoup plus rare. Alors, sur quoi vous pouvez tiquer? Il y a deux choses sur la coupe axiale sur lesquelles vous pouvez tiquer. On est à 24 et 4. Essayez de parler plus fort. On ne voit pas le cavum. Tout à fait, on ne voit pas le cavum, on le voit un petit peu ici. Donc effectivement, un complexe antérieur qu'on n'arrive pas à identifier parfaitement bien sur une coupe axiale classique. Si vous continuez. Vous voulez... Est-ce qu'il y a autre chose qui vous interpelle à part le complexe antérieur? La vallée sylvienne. Ouais. Donc, la vallée sylvienne, effectivement, elle n'est pas d'aspect habituel. Donc là, je vais être parfaitement honnête avec vous, je n'étais pas très confiant à ce stade-là de l'analyse, d'accord? Ça, c'est Laurent Guibaud hein, qui a redressé le diagnostic. On va continuer. Il y a un autre truc qui est vraiment pas facile, hein, qu'on voit peut-être... Voilà, ça c'est une coupe frontale. Un corps calleux difficile à dérouler, mais qu'on arrive à dérouler. Où sont les thalamies, les deux thalamies? Ce qui n'est pas facile, c'est ça en fait. Hein. En fait, là, on a une ligne médiane qui n'est pas parfaitement droite. Et ce n'est pas un défaut de la coupe. Elle est un petit peu latéraux-déviée sur une coupe axiale stricte. Donc, là, les clichés que j'avais envoyés à Laurent, il m'a fait « mais non, mais en fait, c'est pas grave du tout, c'est une distorsion de la ligne médiane dans sa partie antérieure. Le ventricule latéral gauche est plus large qu'à droite et il semble dévié, et la vallée sylvienne était normale à droite et d'aspect inhibé à gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une tractation du fait de cette distorsion de la ligne médiane antérieure. La ligne médiane antérieure n'est pas parfaitement sagittale, elle est un petit peu rétractée, et donc nos repères, du fait d'une tractation du parenchyme, ne sont plus les mêmes du même côté. Donc, on retrouve ici cette vallée sylvienne d'aspect inhabituel, la distorsion de la ligne médiane dans la partie antérieure. Je reviens ici, on a un corps calleux qui finalement est complet, mais qu'il faut aller chercher dans des coupes un petit peu parasagittales, un petit peu asynclites. Et finalement, toutes les structures cérébrales sont en place. Donc là, je vous ai remis le cliché de Laurent Guibaud dans ses publics qui illustrent un petit peu cette anomalie, qui est une variante de la normale et qui est de bon pronostic. Donc on l'a revu plus tard, je vous ai mis vraiment plusieurs clichés pour vraiment vous montrer que la ligne médiane n'est pas habituelle, elle n'est pas normale, elle est rétractée un petit peu vers ce côté-là. Et en regard, la vallée sylvienne n'a pas un aspect habituel, mais finalement... Alors, c'est vraiment... Moi, j'étais inquiet hein, sur cette vallée sylvienne. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un trouble de la giration, mais ce n'était pas le cas. Donc, essayez de vous mettre bien en tête cette anomalie de la ligne médiane antérieure. Donc, toujours, distorsion de la ligne médiane dans sa partie antérieure, modification d'aspect de la vallée sylvienne en rapport, asymétrie des ventricules latéraux en rapport, et l'IRM, qui a été faite un petit peu plus tard, confirmait ce diagnostic. Donc, c'est une variante de la normale, rare mais typique. Il faut essayer de vous le mettre en tête, confirmé par l'IRM, qui a entre autres exploré tout ce qui était médian et difficile à explorer en écho, donc les nerfs optiques, le corps calleux, le cervelet, tout était strictement normal. La patiente a accouché. Ça se voit que tu n'étais pas très serein parce que tu lui as quand même fait toute la batterie d'examens complémentaires, mais je suis d'accord, c'est vrai que la vallée sylvienne m'aurait vraiment interpellée, et c'est vrai que si en IRM... Donc là, c'est pratique d'avoir un Laurent Guibaud dans sa poche. Hein. Je pense que peut-être d'autres centres auraient peut-être interrompu ou auraient peut-être pas tenu le même discours.
du fait en fait d'une peut-être interprétation erronée de cette vallée sylvienne et de conclusion à tort d'anomalies de la gyration. Ce qui devait être peut-être faire tiquer, c'est que l'autre vallée sylvienne était strictement normale. Donc sur une anomalie de la gyration globale, on n'aurait pas dû avoir une vallée sylvienne normale de l'autre côté. On aurait dû éventuellement chercher un processus vasculaire, un infarctus, une hémorragie, quelque chose qui puisse évoquer une anomalie unilatérale, et donc ne pas conclure trop vite à une anomalie de la gyration. Patiente adressée pour anomalie de la ligne médiane. Alors, la coupe axiale, pas trop mal. Donc là, on retrouve une cavité septale qui est normale, des cornes frontales qu'on pourrait trouver un petit peu bombées quand même, hein, un petit peu ballonisées, et le reste de la ligne médiane qui était normale. Sur les coupes sagittales, qu'est-ce que vous en dites? On est à on est à les côtés 2. Donc là, on est sur un corps calleux court. Donc, je voulais un petit peu ouvrir le débat sur les mesures du corps calleux. Qui mesure le corps calleux? Alors, si on peut vous donner un conseil, c'est de ne pas trop souvent mesurer le corps calleux, parce que vous allez souvent vous retrouver avec des mesures un petit peu basses et conclure à tort à une hypoplasie du corps calleux. Ce qu'il faut vraiment voir, donc déjà, c'est sa morphologie complète, hein, le splénium, le genou, le corps, la queue, et puis analyser en fait sa diffusion au-dessus ou pas de la ligne tectale. Là, on voit que le corps calleux ne va pas suffisamment en arrière, ne recouvre pas entièrement la ligne tectale, on le voit bien ici. Cette patiente, initialement, donc il n'y avait aucun autre signe d'appel échographique. On avait donc un corps calleux court, isolé, une patiente plutôt confiante, à qui on a fait tout le panel de ce qu'on appelle nous ici à Lyon le callosome, donc tout le panel corps calleux. Tout est revenu négatif. Et cet enfant est né il y a quelques années avec de nombreux troubles des acquisitions. Il est lourdement handicapé. Et cette patiente a fait 2 récidives de corps calleux court, exactement au même terme. 2 IMG dans la suite, et tout le bilan qu'on a pu lui proposer, exome et maintenant génome, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, est strictement normal. Donc aucune explication. Ah non, c'est pas du tout la même chose. Oui, ce n'est pas la même chose. Donc l'hypoplasie du corps calleux, vous allez avoir un corps calleux complet, mais de petite taille, d'accord, alors que la génésie partielle, il va vous en manquer un bout, qu'il va falloir identifier. D'accord, ça peut être la queue, le splénium, voilà. OK? Donc là, on a un corps calleux qui paraissait quand même complet. Mais ce qui est un tout petit peu, parce que nous, en fait, la vraie question, c'est faut-il mesurer le corps calleux du moment qu'on le voit? C'est une vraie interrogation, parce que souvent, si c'est pour adresser des patientes avec des corps calleux qui sont à la limite inférieure de la normale, c'est vrai que c'est assez problématique, on ne sait pas quoi dire aux gens, mais il y a des cas où on a des corps calleux qui sont complets, mais brévilignes, vraiment courts. Là, on a l'impression vraiment, à quel terme on était? Là, on est à 22, 23. Hein. On a l'impression qu'il est vraiment... Là, il est tout petit, vous êtes d'accord? Il est tout petit. Donc là, c'est difficile de dire à la dame, il est là, je ne vais rien en faire. Moi, je pense que si vous avez l'impression que votre corps calleux est complet et normal, c'est inutile d'aller le mesurer. D'accord? Là, ça frappe, on sait qu'il y a un problème, donc on l'a mesuré. Il est extrêmement court. 11 mm à 22, c'est extrêmement court, c'est la moitié, hein, d'accord? Donc voilà, mais si c'est pour trouver à 2-3 mm de moins que sa mesure attendue, c'est vrai que ça met tout le monde en grande difficulté. Ouais. Là, on est hyper mal à l'aise. Mais là, clairement, il paraît extrêmement petit. Et moi aussi, j'ai un cas de corps calleux juste court, et c'était une délétion. Sur la CGH, donc? Sur la CGH, ouais. On avait une délétion. Mais là aussi, il était très court. Complet, mais très court. Alors, là, la porte d'entrée de ce cas clinique, c'était la ligne médiane, mais vous allez voir qu'il n'y avait pas que ça. On est à 25 semaines d'aménorrhée plus 4 jours. Donc, la coupe du BIP n'est pas terrible, on n'identifie pas très bien le complexe antérieur. Et voilà une coupe sagittale. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc un corps calleux là qui paraît anormal, d'une part de par son aspect, hein, on peut dire qu'il est un petit peu épais, et puis on peut discuter aussi qu'il en manque un petit bout ici, hein, d'accord? Donc là on est plus sur une agénésie partielle
du corps calleux. Moi, j'appelle ça presque une dysgénésie, Ouais, parce tout à fait, qu'il parce a qu'il une est- anomalie de forme et une Tout à fait. anomalie de... Il lui manque un bout, et puis il a un aspect inhabituel, donc... Je continue. Donc ce cas-là, il illustre aussi le fait, je ne sais pas si vous avez suivi les cas cliniques sur l'échographie cardiaque fétale, mais Hervé disait qu'on a l'impression que c'est très simple, que c'est de la mécanique, que tout ce qu'on va décrire en anténatal sera retrouvé en postnatal, et que ce n'était pas toujours le cas. Le cerveau, c'est encore plus vrai, d'accord? Donc Laurent, quand il nous fait ses cours sur la giration, est quand même assez... moi, je trouve qu'on a l'impression qu'on va tout savoir, mais bon, ce cas-là illustre qu'on n'a pas tout su. Alors, seulement sur la physiopathe, hein, sur le pronostic, on était assez d'accord. Mais alors, qu'est-ce que vous en dites là Donc là, on est à 25 et 4, hein, notamment sur la coupe axiale à droite. Il y a plusieurs choses. Donc, il y a une ligne médiane avec un complexe antérieur qui paraît peut-être un petit peu inhabituelle. La vallée sylvienne, elle vous paraît normale? À 25 et 4, normalement, elle devrait déjà être en train de s'operculiser, d'accord? Si vous avez en tête les clichés de Laurent Guibaud et d'Edwin Quarello, vous savez que normalement, on devrait déjà être en train de s'operculiser. Et ici aussi, on retrouve une bande un peu hyperéchogène périventriculaire qui n'est pas tout à fait normale. Qu'est-ce que vous dites de cette coupe sagittale? Regardez ici. On a un énorme élargissement des espaces péricérébraux. Qu'on voit déjà sur la coupe du bas, là, hein, il se Qu'on passe quelque retrouve chose ici au-dessus, également. en proximal, non? Et ici, d'accord? Donc ça aussi, hein, on insiste beaucoup sur cette analyse des espaces péricérébraux, hein, parce qu'ils vont faire partie des diagnostics étiologiques des microcéphalies. Et là, donc, c'est pour vous illustrer ce qu'on retrouve dans beaucoup de bouquins. Donc, des anomalies d'exagération sur une coupe frontale, avec cet aspect qu'on appelle en 8 d'une lysencéphalie de type 1. C'était pas celle-là, excusez-moi, celle qui a été pas confirmée en postnatal. Donc là, c'est la forme classique de lysencéphalie de type 1, donc syndrome de Miller-Dicker, qui correspond à une anomalie de migration neuronale. Et cette anomalie de migration va se retrouver ici, sur ce halo hyperéchogène périventriculaire, qui signe en fait l'arrêt de migration des neurones à partir des zones germinatives. Tout à fait. Le halo périventriculaire peut évoquer le CMV, mais on n'a généralement pas d'anomalie de génération aussi importante. Mais effectivement, ça pourrait très bien s'intégrer dans une forme sévère sur ces clichés-là, hein, d'anomalie de CMV. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Bon, ça c'est une forme, c'est rare, on le voit dans beaucoup de topos, hein, cette lysencéphalie de type 1, on la trouve quand même assez rarement. Patiente à 23 semaines adressée pour une microcéphalie, voilà, c'était ce cas-là qui était plus délicat. Alors, on est sur un PC sur les anciennes courbes, hein, on n'est plus sur les courbes ni intergross ni OMS, sur un PC inférieur au 3e percentile. Donc, de la même manière, un complexe antérieur peut-être un petit peu difficile à dégager, et vous voyez ici une gyration complètement anormale à 23 semaines d'aménorrhée, avec même une vallée sylvienne qu'on n'arrive pas à mettre en évidence, un élargissement des espaces péricérébraux, un corps calleux là qui paraissait correct à peu près. À 25 semaines d'aménorrhée, là on a là cet aspect que Laurent décrit comme étant hein, la coquille de noix hein, rétractée à l'intérieur du pôle céphalique, avec petit à petit un pôle céphalique qui va devenir de plus en plus petit. Vous voyez vraiment, hop, un aspect très très anormal de la gyration. Et donc, l'échographie, donc, décrivez ce que je vous ai dit, une vallée sylvienne inhabituelle, un cervelet qui était inférieur au 1er percentile, donc une hypoplasie cérébelleuse, un corps calleux d'aspect inhabituel, donc dit génétique, et l'IRM a conclu à une gyration simplifiée. Donc la gyration simplifiée est une anomalie de prolifération des neurones, d'accord, et si on regarde la littérature, un pronostic plutôt correct, c'est-à-dire un QI un petit peu diminué peut-être, mais un développement correct, une bonne intégration sociale. Le couple a demandé une interruption médicale grossesse, il ne voulait pas tenter le coup, que nous avons accepté. Et la nécropsie conclut à une microencéphalie avec anomalie de la capsule interne des pédoncules cérébraux, traduisant à une anomalie de guidance axonale. Donc là, on n'est pas sur le même processus physiopathologique. Et donc on a quand même une discordance, une discordance entre les conclusions de l'IRM et la nécropsie finale qui quand même a le dernier mot. Le pronostic est mauvais, mais on rentrait donc dans ce cas sur les tubulinopathies et on vous a dit, hein, je ne sais pas ceux qui ont vu
le topo de Laurent hier, qu'il fallait être très très strict sur son analyse cérébrale pour orienter les généticiens vers les bons panels. Et donc là, finalement, c'est la nécropsie qui a permis d'orienter vers le bon panel, avec donc le spectre de tubulonopathie qui, vous voyez, est extrêmement important. Mais donc, on n'était pas finalement sur la gyration simplifiée. Donc, certes, l'IRM est importante dans le cerveau, mais voilà, toujours garder à l'esprit qu'on reste des imageurs et que l'imagerie n'est pas forcément la traduction de la vérité stricte. D'accord, il faut rester humble. Alors, patiente adressée pour une anomalie cérébrale, on est à 33 semaines d'aménorrhée. Où est-ce que... Là, on est dans du rare cas. Alors, la ligne médiane, elle vous paraît correcte? On est à la T3. Hein. Alors, vous allez me dire qu'on ne voit pas bien la cavité septale, mais je vous dis qu'on la voit. Souvent, on ne la voit pas trop bien sur le plan de coupe, et on est obligé d'aller un peu en avant pour dégager le complexe antérieur, mais... Qu'est-ce qui vous chagrine là, sur cette coupe? La vallée sylvienne, effectivement. Alors là, c'est vraiment quelque chose de rare. Hein. Finalement, on a une vallée sylvienne qu'on arrive à voir là, et qui est ici bien operculisée, qui est conforme au terme. Il y a des sillons secondaires qui sont bien présents. Et le problème, en fait, vient d'ici. À quoi ça vous fait penser, ça, ceux qui se rappellent un petit peu de leur cours d'adultes? Ouais. Donc là, c'était un décollement, hein, c'est rare, hein, un minime décollement sous-dural de 3 mm, non hémorragique, donc non expliqué, avec un bon pronostic, et donc une patiente qui est arrivée à terme, qui a couché, un enfant qui va parfaitement bien. Donc là, ce qui doit nous faire tiquer, effectivement, c'est l'analyse de la gyration, mais finalement, cette gyration est normale, et c'est bien un décollement des méninges, ici, que l'on voit, et qui, en l'occurrence, n'a aucun retentissement cérébral, avec un bon pronostic. Ça, c'est quand même pas très fréquent. Ça, c'est vraiment pour vous expliquer, pour illustrer la vraie vie et pour montrer quand même qu'on n'y arrive pas toujours. Hein. Et qu'en congrès, on peut montrer des beaux clichés, mais qu'en réalité, 20 semaines d'aménorrhée, une obésité morbide, mais alors quand je dis morbide, c'est morbide, adressée pour des anomalies cérébrales. Donc là, c'est vraiment, je me suis battu, hein, c'est ce que j'ai pu faire de mieux. Donc, on peut voir quoi? Une ligne médiane, on est à 20 semaines, difficile à explorer. Et surtout, donc, une dilatation ventriculaire. Là, j'ai enlevé le truc, je pense qu'on doit être au-dessus de 12, qu'on retrouve ici sur une coupe frontale, au niveau des cornes frontales. Une ligne médiane qui est correcte. On est à 20 semaines d'aménorrhée. Normalement, on devrait avoir un corps calleux un peu plus long, peut-être. Je continue. C'est la seule fois à 20 semaines d'aménorrhée où le fœtus était en présentation céphalique. Ensuite, il s'est mis en siège, il n'y a plus du tout bougé. Donc, on n'a pas pu être meilleur que ça par voie endovaginale. Donc, vous voyez, une dilatation ventriculaire majeure, un parenchyme cérébral à 20 semaines difficile à explorer, une vallée sylvienne qu'on ne voit pas, une fosse cérébrale postérieure qui paraît à peu près correcte. Mais on est quand même un peu embêté et on fait part de notre inquiétude à la patiente. La patiente, elle est parfaitement confiante. Tout va bien se passer, on continue. D'accord, madame. On la revoit à 23 semaines d'aménorrhée. Contre toute attente, la ventriculomégalie diminue. On est à 11 mm ici à 23 semaines d'aménorrhée. Donc là, on est sur une forme de ventriculomégalie vraiment peu intense, peu sévère. Toujours une fraude cérébrale postérieure qui paraît correcte, une gyration qu'on a vraiment du mal à dégager, mais là on a l'impression de voir la vallée sylvienne et qu'elle paraît correcte. Et la coupe sagittale, je ne l'ai pas. Une IRM à 29 semaines d'aménorrhée conclut un corps calleux court, sans autre anomalie d'organisation ni de maturation cérébrale. Donc vous voyez vraiment un peu la discordance entre ces clichés-là. On était quand même très inquiets, on n'arrivait pas à analyser mieux que ça c'est la cause en fait, de cette ventriculomégalie, une cause obstructive peut-être, et l'IRM qui finalement ne retient qu'une hypoplasie du corps calleux. On continue, on est donc à 29 semaines d'aménorrhée, là on est à 10,4 mm sur le carrefour ventriculaire, effectivement un corps calleux qui paraît un peu court, une patiente qui ne se pose pas plus de questions, je crois qu'elle a eu un cariotype, une CGH qui était normale, mais ça commence à remonter un petit peu, donc il y avait pas encore il y avait le callosome, mais elle n'avait pas souhaité
qu'on le réalise. Elle ne voulait pas faire la consultation avec Delphine Néron. Et finalement, donc, cette patiente a accouché à 40 semaines d'aménorrhée avec donc un syndrome polymalformatif qu'on avait complètement loupé, une agénésie de l'oreille droite, une agénésie faciale droite, des colobomes, on a évoqué le Goldenhar, un exome qui a été effectué qui est revenu négatif. Il y avait également une aplasie complète du pavillon auriculaire droit, une atrésie du conduit auditif externe. Et donc, ce bébé a été suivi en pédiatrie avec finalement un diagnostic qui a été fait tardivement de syndrome automandibulaire droit partiel, avec d'autres choses qui ont été revues, une CIV musculaire, bon, on vous a dit qu'il ne fallait pas les chercher, donc on ne l'a pas cherché, des pieds en varus qu'on n'avait pas du tout vus, l'IRM cérébral à la naissance retrouvait un élargissement, une dysmorphie du système ventriculaire supratentoriel, plutôt en lien avec la génésie partielle du corps calleux. Donc voilà, on est dans quelque chose de très rare, c'est pour vous illustrer en fait que des fois on tâtonne, qu'on n'y arrive pas et qu'on est inquiet, mais finalement les choses s'améliorent et finalement on ne fait pas le diagnostic, qui est compliqué, de trouver une agénésie partielle de l'oreille chez une patiente obèse, c'est quand même assez compliqué. Voilà, donc ça c'est pour un peu d'humilité. Je continue. J'espère que oui. Peut-être pas. Alors, patiente adressée pour des reins hyperéchogènes à l'échographie du deuxième trimestre. D'un intestin, excusez-moi, c'est pour après. Intestin hyperéchogène, qu'on a retenu. Alors, je vous laisse regarder un petit peu. Donc là, on doit être à 22. La ligne médiane, le corps calleux qui n'était pas facile à mettre en évidence, mais je pense qu'il est complet. J'en aurai peut-être d'autres clichés après. La vallée sylvienne. Qu'est-ce qui vous frappe un petit peu sur cette échographie? Sur le cliché de gauche. Je continue. Une coupe parasagittale. Une coupe centrée sur le carrefour ventriculaire. Tout à l'heure, vous en avez parlé un petit peu. Donc, ce qui peut un peu vous paraître anormal, c'est cette bande hyperéchogène, périventriculaire. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer? Je vous aide. Qu'est-ce qui se passe là? Un petit cloisonnement partiel du ventricule. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Bravo, vous êtes fort. Donc, on a des signes, donc je ne vais pas rentrer dans le débat, mais de passage du CMV sans signe de gravité. On avait un PC ici qui était parfaitement normal, une giration normale, à l'absence de retard de croissance intra-utérin, une fosse cérébrale postérieure normale. Donc nous avons conclu à une fétopathie SMV qui a été confirmée par la myosynthèse. La patiente a été mise sous valacyclovir à 8 grammes par jour. Et donc cette patiente a dû accoucher il n'y a pas très très longtemps. Et donc on a retenu donc ces signes de passage sans signe de gravité. Bon, c'est un débat, je ne sais pas si vous avez suivi l'infectieux hier également entre Olivier Picone et Laurent et puis l'équipe de Yveville, avec beaucoup de débats. On verra un petit peu comment tout cela évolue. Je passe à cette patiente exprès assez rapidement. Patiente adressée pour un tableau d'Anazark. Donc vous voyez ici une coupe abdominale avec une ascite, un très gros foie. Et alors regardez le cerveau. Donc là c'est une coupe axiale. Au début on est un peu paniqué quand on voit ça, mais en fait quand on fait l'analyse systématique telle qu'on vous l'a appris du cerveau, on peut comprendre un peu ce qui se passe. Là on a des vélocimétries, c'est pas noté, mais qui sont extrêmement augmentées. On était à 2 mômes, largement plus de 2 mômes. Je passe, on a la cite. Alors, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, il y a une dilatation triventriculaire, d'accord? Un gros ventricule, un V3 augmenté de taille, qu'on revoit ici. Et puis, dans le ventricule, on retrouve cette masse-là. Qu'est-ce que ça pourrait être? On n'entend pas bien. Qu'est-ce que vous... Thrombose? Non, pas une thrombose. On n'entend pas, pardon? Non, l'anévrisme mégalien, il est sur la ligne médiane, beaucoup plus bas. On est dans le ventricule. C'est
un gros caillot. Hein. C'est un gros caillot. Il y a une hémorragie intraventriculaire très importante, hein, qui est responsable donc d'une anémie avec donc une accélération des vélocimétries. Et en fait, le diagnostic, même si vous l'avez peut-être évoqué avec l'acide et tout ça, on peut également l'évoquer sur cette coupe. J'ai entendu, je pense. Qu'est-ce que c'est? C'est un CMV encore. On retrouve la bande hyperéchogène périventriculaire ici. Et donc là, on est sur une forme gravissime de CMV qui a été confirmée à l'amniosynthèse, avec une anémie extrêmement importante. On décrit les anémies dans le CMV, avec une hémorragie intracérébrale et intraventriculaire, responsable de la dilatation triventriculaire. Il y a des anomalies de la giration, il y a la CIT qu'on retrouve ici, et c'est un bébé qui a fait une mort fétale in utero très peu de temps après. Donc deux présentations distinctes de CMV, l'une avec une forme de passage, des signes de passage mais pas de gravité, et une forme ici beaucoup plus grave, ultra sévère, avec une issue fatale spontanée. Pardon, excuse-moi Axel, toi tu parles d'anémie et tu ne penses pas que c'est plutôt une thrombopénie? Oui, il y avait une thrombopénie aussi, tout à fait, tu as raison. C'est plutôt une thrombopénie avec une hémorragie secondaire, une thrombopénie, parce que dans les anémies... Il y avait une anémie, mais secondaire à la thrombopénie, tout à fait. Exactement. À mon avis, c'est plutôt ça. Tu as raison. Justement, hier, on se disait que souvent on décrit des anémies, mais moi j'ai quasiment jamais, j'ai pas de souvenir d'avoir vu des VCM augmenter dans des cas de CMV. Toi, tu en as eu? Bah, c'est là. Celle-là, elle avait une VCM élevée? Ouais, plus de 2 mômes. Ah oui, d'accord. Je pense qu'il y avait une thrombopénie, il y a eu une hémorragie intracrânienne. Ouais, avec une anémie secondaire, ouais. D'accord. Est-ce voilà, que quelqu'un a déjà eu des pics systoliques, enfin une anémie avec du CMV? Mais c'est vrai que ce n'est pas une anémie primaire liée au CMV, oui, sur la tête centrale. Et c'était un cas d'anémie isolée ou il y avait d'autres choses? Anémie thrombopénie, oui. Ouais, allez, on continue. Non, parce que la première fois, alors bon, pour le coup, là j'ai fait le diagnostic, hein, mais avec cette bande échogène périventriculaire, on a évoqué le CMV. C'est pas pathognomonique, mais c'est très très évocateur et on l'a retrouvé. Alors là, c'est facile également. On a 24 semaines d'aménorrhée. J'ai fait exprès un petit peu de ne pas vous montrer tout de suite ce qui se passait. Qu'est-ce qui vous choque là-dessus? Bon, c'est la forme du crâne. Donc ça, c'est la patiente que je vous ai montrée au premier trimestre qui a continué sa grossesse. Et là, on est juste au-dessus. Et donc ça, c'est... Qu'est-ce qui se passe là? On fait le diagnostic, hein. Il ne faut pas parler d'hydrocéphalie ou de choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Oui, c'est une holoprosencéphalie. Hein. C'est une holoprosencéphalie qui a été loupée au premier trimestre. Et ça arrive, hein. Je ne dis pas que c'est bien. Et donc qu'on retrouve au deuxième trimestre avec l'holoprosencéphalie à lobaire et donc une évolution vers une microcranie. Et vous voyez ce ventricule unique et cette fusion est là des thalamus. Bon. Pas si facile que ça. Hein. On continue. Là, je vais passer assez vite. C'est une patiente qui a été adressée pour des images kystiques intracérébrales. Bon, c'était pour vous montrer rapidement. Il faut que j'ai envie de tout vous montrer. Des images kystiques qui étaient en fait paramédianes, ici, qu'on voit ici, et qu'on retrouve ici sur les coupes coronales, donc en périventriculaire, on les retrouve là, ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des pseudokystes sous-épandymères, c'est de bons pronostics. On fait quand même tout un bilan, on recherche du CMV, on vérifie tout ça, mais quand le bilan est négatif, hein, c'est des formes de bons pronostics, il n'y a aucun autre signe à faire. Donc pseudokystes sous-épandymères. C'est les kystes en chapelet ouais. qu'on voit comme parfois en ici, parasagittal? Ici. Oui. Allez, je passe. Ils sont souvent en dessous, des cornes frontales. Là, il y en avait également en péri, juste un petit peu à l'extérieur. Ouais, en périventriculaire. Ouais. Patiente adressée pour des images kystiques intracérébrales à l'écho du deuxième trimestre. Alors, qu'est-ce que c'est? Un hématome? C'est? Voilà. Donc ça, c'est fait exprès hein, pour... Donc ça, c'est des gros kystes des plexus choroïdes, classiques, mais quand même assez volumineux, bilatéraux,
Est-ce que c'est grave? Pas forcément, hein. Bien faire le bilan total du bébé, vérifier qu'il n'y ait pas d'autres malformations. Et donc là, on est au 2e trimestre. On la revoit quand, cette patiente? Très bien. On la revoit donc après 26 semaines d'aménorrhée. Donc là, on est à 26 semaines d'aménorrhée. Vous voyez déjà que les kystes diminuent de taille, mais sont toujours bien présents. Et le contrôle à 31 semaines d'aménorrhée avec des kystes qui involuent. Et donc un pronostic excellent. On a même une amniosynthèse qui était strictement normale. Donc kyste des plexus choroïdes. C'est un éternel problème, ces kystes des plexus choroïdes, parce que bon, on nous appelle souvent pour dire est-ce qu'on les réfère, est-ce qu'on les réfère pas. C'est vrai quand ils sont bilatéraux aussi volumineux, moi je les vois, mais quand ils sont plus petits et typiques, je demande souvent à l'échographiste de recontrôler, puis il me renvoie les images. Mais devant des kystes comme ça, on n'en voit pas souvent, des aussi volumineux, aussi bien délimités. Parce que le diagnostic différentiel, ça serait quoi? L'hémorragie. Comme tout à l'heure, en fait. Hein. Donc, c'est comme tout à l'heure, ce que vous avez vu, donc une hémorragie intraventriculaire. Et pourquoi on contrôlerait? C'est pour voir si ça augmente de volume et surtout si ça suffuse vers le parenchyme. Donc, un kyste des plexus choroïdes va être localisé à l'intérieur des plexus. Il ne va pas augmenter de volume, au contraire, il va plutôt diminuer de volume, alors qu'une hémorragie, elle va se modifier d'aspect, et puis si c'est une vraie hémorragie, ça va s'enkyster ou suffuser avec des lésions porencéphaliques et des trous en fait. Le pronostic étant sur la cause. Alors là, c'est pour vous faire un peu réfléchir sur les dilatations ventriculaires. Donc, c'est volontairement des grosses dilatations. Donc là, adressé pour toujours les termes, c'est le terme qui a été employé, hydranencéphalie. Et donc là, l'objectif est d'essayer d'aller un petit peu plus loin que le pronostic. C'est-à-dire que vous voyez une coupe axiale avec une dilatation ventriculaire majeure, une rupture de la ligne médiane, barotraumatique. Et en fait, l'objectif est pas seulement de dire que le pronostic est mauvais, mais d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, si vous avez en tête la boîte à outils d'analyse des dilatations ventriculaires, vous allez rechercher, je ne vais pas revenir, ce n'est pas le cours, hein, mais vous allez avoir une stratégie très calibrée. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit, en fait, l'objectif va être de savoir ce qui se passe en dessous, hein, d'accord? Pour comprendre pourquoi il y a une dilatation ventriculaire aussi énorme. Donc là, vous avez également des cornes frontales qui sont très dilatées. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? À quel diagnostic vous penserez? On est où là? On est... Donc ça serait une cause quoi? Obstructive, vous êtes d'accord? Donc on est sur une cause obstructive. Et qu'est-ce qui peut expliquer une obstruction? Oui, ça pourrait être ça, mais là, on a quoi? On a cette image de stop. On est à quel niveau là? C'est une sténose de l'aqueduc de Sylvius complète, effectivement, mais avec une ligne médiane qui est respectée ici. Donc je vous montrerai un autre cas après. Mais donc là, on a une sténose complète de l'aqueduc de Sylvius qui est responsable donc d'une dilatation ventriculaire majeure avec une rupture septale, une rupture médiane barotraumatique. De mauvais pronostics. Autre patiente adressée pour une dilatation ventriculaire. Alors là, on est sur quelque chose d'un peu moins gros. On est à 15 mm quand même. Hein, on est dans les ventriculomégalies sévères. Et qu'est-ce qui vous frappe d'emblée? Si vous analysez la ligne médiane. Donc on a une dilatation de quoi? Du V3. D'accord? Une dilatation du système ventriculaire bilatéral, une dilatation du V3 qu'on retrouve ici. Et donc là, on était sur une sténose partielle de l'aqueduc de Sylvius, que l'on suit également ici, avec un rétrécissement, mais une sténose quand même, et donc responsable de cette dilatation triventriculaire obstructive. Donc on avait tout à l'heure une sténose complète de l'aqueduc de Sylvius, et là on a une sténose partielle de l'aqueduc de Sylvius. On continue. Patiente adressée pour hydrocéphalie à la T2. Donc on a l'impression d'avoir exactement la même présentation que la sténose complète de l'aqueduc de Sylvius. Donc on est d'accord, le pronostic est défavorable, mais pour la patiente, il va falloir que vous compreniez ce qui s'est passé.
Donc on va voir un petit peu plus bas, au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Alors celui-là, il avait une caractéristique aussi, qu'on n'a pour l'instant pas expliquée, c'est cette petite méningocèle occipitale qu'on n'arrive pas à comprendre, ici. Mais ce qui va être intéressant, donc, c'est ce cliché-là. Qu'est-ce qui se passe là? Ici. Qu'est-ce que vous voyez là de... Tout à Une fait. fusion des thalamies. Ça s'appelle Non. Un Non, l'holoprosencephalie lobaire, elle n'est pas à ce niveau-là. Hein. C'est le diencéphale, les Ouais. thalamies, donc c'est un diencéphalosynapsis. Diencéphalosynapsis, d'accord. Et donc, on a tout ce spectre, sténose de l'aqueduc de Sylvius qui n'a rien à voir, mais diencéphalosynapsis, rhombencéphalosynapsis, qui donc gêne l'écoulement du LCR et entraîne des dilatations ventriculaires majeures, obstructives. Et donc là, le diagnostic, il est fait sur effectivement la fusion des thalamies dans le cadre d'un diencéphalosynapsis. On continue. Patiente adressée pour ventriculomégalie isolée à la T2. Donc là, on est sur 15 mm. Donc ça, c'était pour vous illustrer quelque chose d'assez simple. Donc on a une ligne médiane qui est là, on est à 22 semaines, on peut critiquer peut-être un petit peu la vallée sylvienne. Mais en fait, ce que je voulais vous illustrer, c'était le fait qu'on a fait une amniosynthèse et qu'on retrouvait donc une anomalie chromosomique, une translocation 1,21 avec trisomie 1 cutter de mauvais pronostic. Donc pour vous illustrer le fait que sur une ventriculomégalie, surtout si elle est sévère, le karyotype est indiqué. D'accord ? On trouve des fois des choses un petit peu inhabituelles, de mauvais pronostic. Donc karyotype, référé toujours, et karyotype. Je passe volontairement assez vite, je suis désolé parce que j'essaye de vous montrer tout. Donc cette fois-ci, ce n'était pas un intestin hyperéchogène, mais la patiente adressée pour des reins hyperéchogènes et une fosse cérébrale postérieure anormale. Première grossesse, l'écho du premier trimestre était correct, avec une nuque un peu augmentée peut-être, des marqueurs non à risque. Alors, voilà nos reins. Sur une coupe axiale, une coupe sagittale. Vous êtes d'accord? Les reins sont hyperéchogènes. Qu'est-ce que tout de suite vous tiquez? Qu'est-ce que ça vous fait évoquer ça? Les reins hyperéchogènes. Je continue. Donc là, je vous demande d'essayer d'analyser la fosse cérébrale postérieure. On avait un DTC qui était correct, 26 mm, mais ce qui avait interpellé l'échographie, c'était la grande citerne. Après, si vous regardez un petit peu plus précisément, c'est ici que ça se passe. Donc on avait en fait une communication entre la grande citerne et le V4. Et là, qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Ça, c'était pour vous illustrer. Bravo, le signe de la molaire. C'était pour vous illustrer donc le fameux signe de la molaire qu'on voit dans tous les bouquins et que je trouve pas si facile que ça à... Il n'est pas facile et je dirais que honnêtement, cette coupe où tu vois vraiment la molaire, c'est une coupe qui est plus sur les pédoncules cérébraux qui est plus basse que la coupe qu'on regarde. Donc moi je dirais si on regarde la coupe du plan transcérébelleux classique qu'on a l'habitude de faire, s'il y a une chose qui doit nous interpeller, ce n'est pas les pédoncules, mais c'est plutôt la forme du 4e ventricule. Si tu te mets sur la coupe d'avant, Oui, parce que ça, c'est qu'une fois que tu as suspecté qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, tu vas aller plus loin et faire ta coupe qui est un peu plus basse et tu vas voir le signe de la molaire. En revanche, ce qui nous interpelle ici, c'est l'aspect de ce 4e ventricule qui est très large. Plus allongé que large. Ouais. Donc, du coup, on se dit, il y a une forme anormale du 4e ventricule, il faut que j'aille un peu plus loin pour voir comment est le vermis, comment est le tronc et comment sont les pédoncules cérébraux. Alors, c'est là qu'on le voit mieux. Regarde. J'ai fait un truc génial. J'ai mis une molaire. Sur les pédoncules cérébraux, c'est celle d'après, c'est celle d'avant plutôt. Bon, elle était plus jolie celle d'avant, mais hop, voilà. Attends, non, oui, celle-là. C'est une coupe un peu plus basse et vous voyez ces pédoncules cérébraux qui sont étirés, élongés en fait, avec ce 4e ventricule qui a une forme triangulaire. Donc, on le voit parce que on va un peu plus loin, mais ce qui interpelle, c'est la forme inhabituelle du 4e ventricule. Je pense vraiment que sur la fosse cérébrale postérieure,
la description du quatrième ventricule est vraiment intéressante pour aller plus loin dans les anomalies évermiennes et celles du tronc cérébral et du mésencéphale. Donc, rein hyperéchogène, qu'est-ce que c'est comme diagnostic? Il n'y avait pas de polydactylie, mais on a cherché. Donc on rentre dans le spectre des ciliopathies, et donc c'est une ciliopathie assez connue, c'est le... Non, c'est le Joubert, le Joubert. syndrome de Joubert. Donc cette patiente, elle a un syndrome de Joubert, non, ce bébé a un syndrome de Joubert, une maladie autosomique récessive avec une récidive à la grossesse ultérieure. Ça, c'était les doigts. Je passe. Alors, patiente de 23 ans, adressée pour un aspect inhabituel de la fosse cérébrale postérieure à 14 semaines d'aménorrhée. Donc là encore, pour vous illustrer le fait que la vie, en réalité, n'est pas très facile et que ce qu'on voit dans les bouquins, des fois, on a du mal. Donc voilà, on est au 4e mois. Donc vous voyez effectivement un contour de la voûte crânienne un petit peu inhabituel et une fosse cérébrale postérieure qui paraît anormale avec cette grosse masse, cette image un petit peu anéchogène dont l'origine pour l'instant est difficile à préciser. On est en arrière du mésencéphale, on a l'impression qu'on est au niveau de la clarté intracrânienne. D'accord? Nuque normale. Du coup, cette patiente n'était pas plus inquiète que ça, on l'a suivie tout du long. Et à 17 semaines d'aménorrhée, on a conclu plutôt, on a évoqué un kyste de la poche de Blake. Alors, quel va être le diagnostic différentiel? Sur quoi, à votre avis, on va discuter dans ce dossier? Voilà, donc là, la grosse discussion, hein, c'est Dandy Walker versus gros kyste de la poche de Blake. Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Donc, on a effectivement une fosse cérébrale postérieure avec une image kystique de la grande citerne. Et ici, toute la difficulté va être d'explorer le vermis et éventuellement la forme de la tente du cervelet. Et là, on s'y est mis à plusieurs, y compris Laurent Guibaud, hein, et ça a été très compliqué. Donc, je vais vous montrer les clichés successifs. 19 semaines d'aménorrhée, on a conclu à un aspect kystique de la fosse cérébrale postérieure sans anomalie, sans que l'on puisse trancher entre un kyste de la poche de Blake ou une malformation d'Oddy Walker. Donc, la grande citerne dilatée, le vermis, je vais me mettre sur la coupe. Là, on a l'impression qu'on ne le retrouve pas. Et donc, sur une coupe sagittale, on arrive quand même à le retrouver ici. Il est de biométrie inférieure à la normale, mais on sait très bien qu'un gros kyste de la poche de Blake peut avoir un syndrome compressif et rendre très difficile l'analyse du vermis. L'aspect de la tente du cervelet, pardon, je suis désolé, me faisait plutôt évoquer un kyste de la poche de Blake. D'accord? Parce qu'on n'a pas d'ascension de la tente du cervelet. Donc on a continué à la surveiller. Vous voyez là quand même, plus on avance, mieux on voit le vermis, et qui finalement était de biométrie correcte avec cette volumineuse dilatation kystique de la fosse cérébrale postérieure. Et donc l'aspect postnatal a confirmé un kyste de la poche de Blake qui a dû être dérivé en postnatal du fait d'une compression de l'aqueduc de Sylvius. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer... C'est des diagnostics qui sont très difficiles et avec Laurent, on a du mal parfois à trancher. C'est vrai, faire la différence entre un volumineux kyste de la poche de Blake compressif qui nous empêche d'analyser correctement le vermis et le syndrome de Dandy Walker n'est pas toujours évident. Oui. Été ? Oui, alors en fait, on avait l'impression quand même que ça retombait un peu ici, hein, d'accord ? En fait, oui, il n'y a pas d'effet de masse sur cette tente. Certes, il y a une compression, mais c'est dans l'autre sens qu'on la regarde. Quand on voit sa direction, elle descend vers les muscles du cou. Ouais. D'accord ? Et que dans les Joubert, on a une ascension sur sa partie proximale qui est plus marquée vers le haut. Voilà, donc un diagnostic différentiel difficile. Alors, patiente adressée, on est à 24 semaines d'aménorrhée pour une anomalie de la fosse cérébrale postérieure. Alors, qu'est-ce qui vous choque ? Il y a un petit truc anormal là, et en plus il y a le signe de la flèche. Alors, qu'est-ce que ça doit vous évoquer ça ? On a vu déjà des images tout à l'heure qui ressemblent un peu à ça. Qu'est-ce que c'est ? Cette masse-là. Déjà, il y a un petit rond qui ne devrait pas exister. Vous êtes d'accord que le rond, là, il n'a rien à faire ici, ça ?
Ce qui est intéressant, c'est de voir où il se localise par rapport à la fosse cérébrale postérieure. Est-ce que le vermis, le tronc cérébral vous paraissent normaux? Donc là, on a quoi? Le vermis, tronc cérébral. Donc on est encore plus en arrière. Et là, le vermis paraît complètement normal, vous êtes d'accord? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a un kyste du... On vous entend pas, c'est vrai que... C'est vrai que c'est difficile. Hein, mais... Non, mais juste pour voir qu'est-ce que vous... Un kyste du... Quelqu'un a dit un kyste de quelque chose? Tout à l'heure, on a eu une image un peu semblable, mais qui n'était pas située au même endroit. Est-ce que c'est un caillot? Est-ce que c'est un... C'est un caillot, oui. Alors, qu'est-ce que ça doit vous évoquer, cette image de thrombose, en fait, hein, de thrombus, au niveau de la fosse cérébrale postérieure? C'est assez classique, hein, c'est décrit. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ces espaces-là? Ce sont des veines, hein, des sinus? Voilà. Donc ça, c'est une thrombose, c'est en fait des malformations des sinus sous-duraux, d'accord, avec une thrombose centrée sur le torculare, d'accord. Et quel est le pronostic de cette malformation? Là, on est inquiet quand même, vous êtes d'accord, ça fait peur, quoi. Bah, le pronostic, il est bon. Et ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est l'évolution, avec une régression complète des images à 36 semaines d'aménorrhée. Bon, je vous ai passé les différentes échographies de contrôle, mais vous voyez qu'à 36 semaines d'aménorrhée, tout avait complètement disparu. Donc c'est une malformation des sinus durofétaux avec une thrombose centrée sur le torculare. De bons pronostics. Essayez de vous mettre ces images dans la tête. Alors ça, c'est vraiment une histoire de chasse. Maintenant, Laurent et Mona, je pense, feraient le diagnostic, mais à l'époque, on ne l'avait pas fait. Ça, c'est pour vous mettre cet aspect un petit peu caractéristique du cervelet. Les signes du combiné de téléphone, ouais, qu'est-ce que ça vous évoque? Mais si on le décrit, en fait, avant de dire le... Enfin, c'est quoi? Il y a une asymétrie au niveau des hémisphères? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Le vermis? Donc là, le vermis était normal. Donc là, on a rassuré cette patiente. Et en fait, à la naissance, je crois que je n'ai pas les clichés. Donc il a été conclu à cette époque. C'est vraiment le premier cas un des premiers cas qu'on avait vu en anténatal. C'est ça remonte là. Il y en a eu d'autres, Laurent en a eu d'autres depuis avec des diagnostics qu'il a fait en anténatal. Il avait conclu un kyste de la poche de Blake ou un kyste arachnoïdien. Et en fait, ce bébé, il est né avec un volumineux angiome de la face. Première chose. C'est un face syndrome, exactement. Donc on peut faire le diagnostic sur cet aspect caractéristique du cervelet, un petit peu en combiné de téléphone. Et puis il faut rechercher des asymétries au niveau des gros vaisseaux du cou. Et ce bébé avait également une agénésie de la carotide, je ne sais plus laquelle. Alors le... Pardon? Non, je ne l'ai pas mis. Mais il faut le faire. Mais vous avez raison. Alors le pronostic est bon. Il se trouve que cet enfant-là, maintenant il a 11 ans et qu'il a des gros troubles autistiques, mais c'est le seul qui ait un développement neurologique anormal dans la série de FACE qui a été fait à Lyon. Bon, difficile pour la patiente. Hein. Alors, on continue. Une patiente qui est gros antécédent, hein, duodénopancréatectomie céphalique pour une tumeur neuroendocrine. Un enfant qui jugé en bonne santé, mais quand on le voyait en consultation, on avait des doutes quand même. Et puis une mort fétale in utero à 28 semaines d'aménorrhée. Bilan négatif, mais une autopsie non informative du fait d'un fœtus macéré. Cette patiente, on l'a suit un petit peu comme tous les antécédents d'MFIU, T1, T2, T3, RAS. On l'hospitalise pour anxiété maternelle à 33 semaines d'aménorrhée. Il ne se passe rien et elle signale peu de temps avant le déclenchement une diminution des mouvements actifs fétaux. Et voilà donc l'échographie. Donc on retrouve quoi ici? Alors la gyration, on a un petit peu de mal à la décrire. On a une dilatation triventriculaire encore, ici au niveau des cornes frontales, ici au niveau du troisième ventricule. Et on va chercher pourquoi il y a une dilatation. Et là, je vous laisse analyser un petit peu la fosse cérébrale postérieure. Ça, c'est les images de la fosse cérébrale postérieure. On va me demander de voir le cervelet. Vous voyez que le cervelet, là, il est très difficile à analyser, il est complètement dysmorphique, avec des plages ici hyper échogènes. Et donc, on a fait un diagnostic, malheureusement,
d'accident ischémo-hémorragique au niveau du cervelet, qui va donc avec un syndrome compressif qui va entraîner une dilatation triventriculaire. Et c'est un bébé qui est décédé très très rapidement en postnatal. On n'a jamais su pourquoi. Et donc autopsie qui a confirmé notre diagnostic, mais par contre tout le bilan génétique est revenu strictement normal. Je vous remets les clichés du cervelet. Ouais, donc ça on n'a vraiment pas compris. C'est aussi pour vous illustrer, hein, bon, au-delà de l'histoire de la patiente, les causes de compression, les causes compressives responsables d'une dilatation ventriculaire. Donc toujours pensez, hein, quand vous avez une ventriculomégalie, une dilatation transventriculaire, essayer d'aller trouver votre cause, souvent au niveau de la fosse cérébrale postérieure ou en avant. Allez, je continue. Patiente adressée initialement pour une clarté de nuque supérieure au 95e. Bon, je ne reviendrai pas sur le CAV qu'on avait diagnostiqué en voie T1 ici. Ça, c'est la coupe 4 cavités. Ça, c'est en mode SMI. On voyait bien le CAV. On le retrouve ici en mode couleur, c'est moins joli. Et la patiente a souhaité continuer la grossesse avec un cardiotype initial normal. Le seul point d'entrée au niveau du cerveau, c'était pour vous illustrer également cet aspect anormal du corps calleux qui paraît donc court, vous êtes d'accord, mais cette fois-ci dans le cadre d'un syndrome polymalformatif avec... Hein ? Il a les pieds empelés. Alors, normalement, ce que je vais vous dire, vous allez trouver donc très gros retard de croissance intra-utérin, anomalie cérébrale, anomalie cardiaque, pied mal posé, cariotype 46XY. Là. Anomalie des OGE. Ça ne colle pas du tout, d'accord? Vous auriez des filles, j'imagine? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça évoque, tout ça? C'est classique, mais rare. Anomalie, syndrome polymalformatif avec un très gros retard de croissance intra-utérin. Donc ça, c'est un Smith-Léméopyte. D'accord? On cherche toujours et qu'on ne trouve pas. On cherche toujours et qu'on ne trouve pas, et qu'on a cherché cette fois-ci et qu'on a trouvé. Allez, je fais un petit peu de... C'est pas tout à fait du cerveau, mais c'est intéressant quand même. Patiente adressée pour un profil bizarre à la T3. Donc vous voyez ce cerveau qui est... on est à 356 à la T3, donc on est très augmenté. Vous voyez ici donc une encellular nasale marquée, un front qui bombe. La reconstruction 3D qui n'a pas toujours d'intérêt, là pour le coup, elle en avait un. Là, c'est donc la recherche. Qu'est-ce qu'on recherche en fait? On recherche donc effectivement une craniosténose. Le problème en fait dans ce type de craniosténose, que ça en était une, c'est que la suture en jeu est difficile d'accès. Donc là, on est sur la suture métopique, qui vous paraît comment? Normale, on la voit, hein, elle est même un petit peu dilatée. Donc c'est pas ici que ça se passe, c'est un petit peu plus haut. Donc là, on a fait un scanner osseux, et donc ces scanners osseux, même si on avait suspecté hein, l'anomalie, qui a confirmé le diagnostic sur une suture sagittale médiane, hein, ici, normalement on devrait avoir la suture ici, et donc une craniosténose de type scaphocéphalie. Classiquement, on dit que ces craniosténoses-là sont de bons pronostics et non associés à des syndromes. On avait fait un cariotype normal, un cariotype qui était normal, CGH normal, et on n'avait pas été plus loin. On s'en est voulu après, puisque finalement, elle a quand même eu, vous allez voir, le panel craniosténose. Donc là, c'est le scanner postnatal qui confirme la suture de la sagittale médiane. Ça, c'est un cas qu'on a publié. Et donc, on a retrouvé une mutation sur un gène FGFR2 qui, en fait, s'intègre dans un syndrome de Crouzon. Donc, syndrome de Crouzon, il est de pronostic, on va dire, difficile à préciser. Et classiquement, il est retrouvé dans les craniosténoses avec les fusions des sutures coronales. D'accord? Et là, c'était un des premiers cas décrits d'un Crouzon dans le cadre d'une craniosténose avec une fusion de la suture sagittale. La coupe axiale. Donc on avait un gros PC, mais ce n'est pas vraiment la coupe axiale hein, qui va vous renseigner. Hein. Oui, alors ce qui peut être évocateur, effectivement, c'est ça, là, hein, ici. Ce petit, Ça, c'est sur des PC mesurés tardivement, mais la scaphocéphalie, c'est plutôt un allongement du crâne, hein, en antéro-postérieur. Alors, on continue. Patiente adressée pour un contour inhabituel du crâne à la T3. Donc là, c'est un petit peu plus facile.
On est à la T3. Hein. T1, ben, T1, oui, normal. T2, parfaitement normal. Qu'est-ce qui vous frappe là sur cette coupe qui passe par les orbites? Donc là, il y a un hypotaylorisme, vous êtes d'accord? Ce qui est intéressant aussi, c'est cette coupe-là. Pourquoi elle est intéressante? Elle pourrait être qualifiée de mauvaise qualité à cause de ça. Mais qu'est-ce qui se passe là, ici? Genre, j'entends pas très bien, je suis désolé. Hein. Oui, donc tout à fait. En fait, on n'arrive pas du tout à dégager l'avant du corps calleux du complexe et la ligne médiane. Pourquoi? Parce qu'il y a une fusion, non pas cette fois-ci de la ligne médiane, de la coupe de la suture sagittale, mais de la métopique. D'accord? Que là, on arrivait à voir en écho sur une reconstruction 3D. Vous voyez, donc fusion ici de la métopique, et donc confirmée au scanner osseux. Et donc là, on est dans ce qu'on appelle une trigonocéphalie, qui est une forme un petit peu plus classique. Et je reviens sur la coupe axiale, qui est caractéristique. Hein. Cet aspect un petit peu de crâne en citron, un peu comme pour le spina, mais pas du tout dans le même contexte, doit vous faire évoquer une trigonocéphalie et une craniosténose avec suture de la métopique. Bon, là, on a fait le panel craniosténose et on a trouvé un variant de signification inconnue, donc on est encore plus dans la merde. Et pour terminer, j'espère que je tiens mon temps, oui. Je suis pas mal du tout. Donc ça, c'était encore une histoire de chasse, mais intéressante, on a beaucoup discuté. Donc patiente adressée pour une image kystique inhabituelle de la ligne médiane. Alors, où est-ce qu'elle est cette image kystique? Elle est ici, je vais vous mettre un cliché. Bon, j'ai mis un petit peu dans le désordre, je suis désolé. J'aurais dû commencer par les coupes classiques. Donc on avait une image kystique ici très antérieure, vraiment de localisation inhabituelle, d'accord, avec une ligne médiane qui était normale. Et en fait, alors je vais vous montrer les différents clichés avant de vous dire ce qui se passait. Donc là, on avait quoi par rapport à tout à l'heure, les yeux? Un hypertaylorisme cette fois-ci. Ça, c'est une coupe qui n'est pas terrible, mais qui montrait que le palais postérieur était normal. Et là, je vous ai mis des clichés IRM. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. Donc, on est en dessous du lobe frontal, mais également, et ça, c'est pas évident, donc là, on a le tronc cérébral, d'accord, le V3, c'est ça, en fait. Ça, c'est pas normal. Ça n'a rien à faire ici. Alors, Laurent n'est pas là, il aurait pu mieux décrire ces clichés. On retrouve la masse ici. Donc, on concluait à une masse kystique, je ne vous donne pas tout de suite le diagnostic, mais sans réelle atteinte du parenchyme cérébral, dont les localisations très inhabituelles. Et petit à petit, en fait, cette masse, elle s'est développée, responsable en fait par un syndrome de masse de l'hypertaylorisme, et elle a vraiment commencé, vous voyez, à diffuser à l'écoute T3, là, en latéral. Donc là, on avait vraiment une augmentation du kyste. Et toujours, ce qui doit vous faire un petit peu tiquer, c'est cette image-là, qui est anormale. Et donc, dans la description, on avait une lésion mixte avec composante solide sous forme d'un petit bourgeon tissulaire en avant de la tige antérieure, ici. Ça, c'est anormal. Et une composante kystique plus antérieure, venant exercer l'effet de masse sur l'étage antérieur du crâne. Et tout ça donc, faisait évoquer ce qu'on appelle une hétérotopie neurogliale, c'est-à-dire des neurones qui sont pas à leur place habituelle, et avec associé à un kyste sur cette hétérotopie. Donc ça a été confirmé par les séquences spéciales donc en IRM qui peuvent confirmer qu'il s'agit bien des séquences de neurones. Je suis désolé, je n'ai pas vraiment le vocabulaire peut-être adéquat pour décrire l'IRM. Mais donc, on a donc fait ce diagnostic d'hétérotopie neurogliale en forme mixte, kystique et solide, avec donc un syndrome compressif. Le couple avait souhaité poursuivre la grossesse, malgré quand même des images assez impressionnantes, mais ça nous avait quand même bien facilité la vie. Donc, vous voyez quand même qu'en fin de grossesse, il était extrêmement volumineux, avec l'hypertaylorisme ici. Et donc le pronostic s'est fait sur tout ce qui pouvait être comprimé à cet étage-là. Donc il y avait notamment les bulbes olfactifs qui étaient normaux. Le problème venait de l'asymétrie que vous voyez ici au niveau des nerfs optiques, qui était très net, et on avait une suspicion un risque de cécité plus ou moins important à la naissance que le couple a accepté. Donc il est né, ce petit garçon, avec également, vous voyez ici, une espèce de petite rétractation du nez dont on n'avait pas fait diagnostic, et là il vient d'être opéré. Les neurochirurgiens ont retardé au maximum le temps d'intervention parce qu'ils avaient très peur en fait de ce qui pouvait léser
en périphérie de l'hétérotopie, de la portion charnue, et donc il a quand même fini par être opéré très récemment, avec une cécité unilatérale, je crois. Voilà. J'ai tenu le temps. Merci beaucoup Axel, c'était magnifique. Bravo pour tous ces magnifiques cas, hyper bien illustrés. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Bon, vous aurez les topos, hein, si vous voulez revoir. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.